Bonjour à tous, bienvenue dans le talk show épisode 7, toujours accompagné de mon acolyte David Barbet, ou comme on l'appelle dans le milieu du X, David Barbit. Salut. Ah maintenant c'est préparé les lancements et tout. Ah ça va bien? Très bien, et toi? Oui, j'ai nouvelle coiffure. Nouvelle coiffure, t'as vu? T'aimes bien? Non, toujours pas. De toute façon, c'est pas à toi que je dois plaire. Voilà. On vous met nos réseaux sociaux ici, David Barbet, Enzo Vortneuf. Venez nous rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube, ça nous fait énormément plaisir. N'oubliez pas aussi de réagir en commentaire sur tous les sujets. L'espace commentaire est fait pour vous et n'oubliez pas aussi, grande nouveauté, vous pouvez voter dans le petit i ici tout au-dessus. C'est intéressant de voir vos votes sur YouTube parce que généralement ils sont différents des votes sur Instagram. Alors aujourd'hui on a une grosse émission parce qu'on va parler d'un scandale provoqué par un membre du clan Kardashian-Jenner. On va aussi parler du coronavirus et on va essayer d'avoir quelqu'un qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique parce que j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a dit qu'elle pensait, d'après elle, que le gouvernement nous cachait des choses. Et elle travaille dans un laboratoire pharmaceutique, donc c'est intéressant de savoir si éventuellement il est possible que ce virus ait été créé par l'homme. Et enfin, on parlera du sexisme à la télé, parce qu'il y a une étude récemment qui a dévoilé quelque chose d'incroyable sur la télé par rapport au sexisme. On en parlera très bientôt. David Barbet, je vous le rappelle, c'est un journaliste et un animateur radio. Et en sa qualité de journaliste, il est là pour nous apporter des scoops et pour nous avoir des invités. Aujourd'hui, David, je pense que tu as réussi à avoir des invités pour nous aujourd'hui dans cette vidéo. Bien sûr, Enzo, on a deux invités avec tout d'abord celle qui a fait le rapport sur le sexisme à la télévision, Sylvie Pierre Brossolette. Ouais, exactement. Et elle est préparée ici, cette émission. Elle parlera, elle donnera son avis sur toutes les réactions qu'il y a eu, parce qu'il y a eu Mila, on connaît de la télé-réalité, qui a réagi en disant que c'était n'importe quoi. Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Koh-Lanta, a également dit pareil. Elle donnera sa première réaction, elle n'a pas réagi depuis. Elle le donnera pour le talk show. On aura aussi quelqu'un qui réagira concernant le coronavirus, directeur des recherches au CNRS. Il est hyper calé quoi, le mec, il s'est occupé de tous les coronavirus depuis quasiment 20 ans. Oui, parce que le coronavirus, c'est pas une nouvelle maladie. Mais non, c'est pas une nouvelle maladie, en fait, c'est un ensemble de virus, le coronavirus. C'est ça. Et on appelle maintenant le coronavirus Covid-19, celui-là qui nous touche actuellement dans tous les pays. Tiens, quand on parle du coronavirus, mesure, prévention, on se met des masques pour ne pas attraper le virus. Autant être préventif. Alors, premier thème, c'est parti. Le sexisme à la télé, est-ce un mythe ou une réalité? C'est un rapport du Haut Conseil à l'égalité qui, après avoir fait des études, qui a analysé des émissions de très près, a dénoncé les dérives sexistes de la télévision. Ce rapport analyse trois types d'émissions télé: le divertissement avec notamment les émissions de télé-réalité, la fiction avec des émissions genre Plus belle la vie ou Grey's Anatomy, et l'animation, donc les dessins animés. Et on découvre après cette étude que les femmes sont largement valorisées au travers de leur apparence physique, sont essentiellement représentées comme étant des employés ou des personnes sans activité professionnelle. D'ailleurs toi David, je pense que tu m'avais dit que tu trouvais que le sexisme, ça ne voulait rien dire. On aura ton avis juste après. Par contre, dans la fiction, les femmes occupent plus rarement que les hommes des postes à responsabilité, gagnent moins bien leur vie que leur conjoint. Et à l'inverse, dans les dessins animés, on assiste à une égalité quasi parfaite entre les hommes et les femmes, sauf qu'il y a quand même quelques différences. On en parlera juste après. Donc on vous a posé la question sur les réseaux sociaux: la télé cultive-t-elle les stéréotypes? Répondez en commentaire, je vous le rappelle. David, on est tous impatients d'avoir ton avis sur le sexisme. Alors mon avis, il est assez simple, c'est-à-dire que ce rapport a épinglé des émissions, a cité des émissions, des éléments d'émissions comme les Marseillais, comme Koh-Lanta, émission de télé-réalité en général, en disant que oh, attention, les femmes sont mal vues dans ces programmes. Oui, ok, mais est-ce que c'est vraiment du sexisme? Je me pose la question de dire, en fait, eux ont dit ça c'est sexiste, les femmes devraient être mises en valeur, etc. Moi je trouve pas que dans Koh-Lanta les femmes soient plus dénigrées que les hommes. Je pense que les deux sont vraiment au même niveau. Dans les Marseillais, je pense que les garçons paraissent aussi stupides que les filles aussi. Pour moi c'est le même niveau. Effectivement, ça les met pas en valeur. Ouais. Mais bon, en termes de stupidité, c'est pas sexiste puisque les garçons sont au même niveau de stupidité pour moi que les filles. Donc il n'y a pas de niveau de différence entre les garçons et les filles. Après j'ai des chiffres à vous partager, des chiffres qui ressortent de cette étude qui sont très intéressants. Il y a des abonnés qui m'ont envoyé, c'est le cas de Julie qui dit que les présentatrices ne sont plus des journalistes mais bien des mannequins et le physique prime. C'est vrai que quand tu regardes les Miss France, elles terminent à la télé, bah, regarde Iris Mittenard. Ouais. Et en Belgique surtout, quand tu es Miss Belgique, tu deviens automatiquement présentatrice à la télé. C'était il y a quelques années. Donc il y a Malia qui dit je ne trouve pas que la télé-réalité fasse du sexisme. Et enfin, il y a Sora qui dit faut arrêter maintenant, on peut plus rien dire.
Ça sert à rien de faire des polémiques pour pas grand chose. Je vais vous donner quelques chiffres et après on appellera quelqu'un qui pourra nous donner son avis. Dans la télé-réalité, dans 44% des cas, les femmes ont un caractère affirmé pouvant revêtir un aspect négatif et violent. C'est vrai que dans les télé-réalités, tu as toujours des meufs qui affirment leur caractère et qui sont là à faire bordel dès que... pour un oui ou pour un non d'ailleurs. Non mais là on s'interroge sur la télévision. Alors ça c'est pour la télé-réalité. Pour la fiction, dans 39% des cas, les femmes ont un rôle à responsabilité contre 46% quand c'est des hommes. Et dans les dessins animés, les filles sont 36% à être séduites contre 7% contre des hommes. Donc c'est toujours la fille qui doit être séduite par l'homme. Non mais je me demande vraiment comment ils font les stats, etc. Ils regardent combien de dessins animés, ils regardent... Ah ouais. Non mais attends, ils vont pas regarder tous les dessins animés, je les vois là sur Midi les Zouzous, les Minicums, etc. Mais ils ont analysé beaucoup d'émissions. Hein. Mais oui mais attends, Vraiment beaucoup. arrête, je n'y crois pas. Je pense qu'ils ont pris 10 dessins animés, ils ont dit allez on met 35, 36, 37%, allez hop, et là c'est réglé. On va le voir tout à l'heure mais je pense que ça va être réglé vite fait ça. Johanna, tu m'entends? Oui. C'est Enzo de YouTube. Bonjour. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que moi aussi j'entends que ça coupe un petit peu. Je vais ouvrir la fenêtre. Ah là je t'entends bien là. Par contre pourquoi elle doit ouvrir la fenêtre pour avoir du réseau? Je ne comprends pas très bien le principe hein. Écoute, Elle est dans une cave. laisse les gens vivre dans un bunker s'ils le veulent, d'accord? Bon. Alors toi tu as 23 ans et tu viens de La Roche. Ah sur Voilà, Foron, en c'est ça. Savoie. Toi tu as répondu que tu trouvais que c'était une réalité. Est-ce que tu peux m'expliquer ton point de vue? Alors, malheureusement, partout, tout est en fait hyper genré, je trouve, dans la télé. Il y a une pub pour un shampoing et on se retrouve avec une nana qui est complètement à poil alors qu'elle est censée parler du shampoing. Je trouve ça dommage, en fait, de tout ramener à ça, de tout séparer et qu'après, quand on veut justement parler de ces différences-là, de mettre en valeur aussi ces différences de tout le monde, ah bah là, la quatrième, on parle de féminisme, on parle de personnes qui vont dans les extrêmes et tout, alors que je trouve que dans les médias et dans la télé d'aujourd'hui, tout est genré, tout est séparé, tout est fait pour mettre un vide entre l'homme et la femme. Toi là tu es en train de dire plutôt que la femme est sexualisée dans les publicités, mais est-ce que tu penses qu'elle est désavantagée par rapport aux hommes dans la télé? Ben, oui, bien sûr, bien sûr. On se sert souvent de la femme comme vitrine. Mais ça dépend des émissions que tu regardes, à vrai dire. Parce que s'il y a des émissions, il y a des émissions où on voit les hommes sensibles, etc. Je pense à Marié au premier regard. C'est vrai. exactement une émission où on voit les hommes pleurer, etc. Donc ça dépend vraiment le type d'émission que tu regardes. Si tu regardes que des émissions à la con où on voit les femmes comme ça, oui, c'est sûr. Après, moi je trouve qu'opposer les hommes et les femmes, de toute façon ça peut pas avoir quelque chose de positif au final, à l'arrivée. On a tellement de choses à s'apprendre, enfin je sais pas, on comprend pas tout ça pour tout échanger, tout partager. L'humain alpha. C'est intéressant ce que tu dis. Je vais laisser le mot de la fin là-dessus. C'est une bonne conclusion. On va appeler maintenant Sylvie Pierre Brossolette, qui est ancienne membre du CSA et présidente de la lutte contre les stéréotypes du Haut Conseil de l'égalité. C'est elle qui a remis le document, qui a remis l'étude à la ministre Marlène Schiappa. Elle va nous donner son avis là-dessus. Évidemment, on sait qu'elle trouve ça sexiste. Hein, Ah oui, elle a mis le rapport. La question n'est pas là, Ah oui. mais elle va nous donner quelques informations supplémentaires. J'ai hâte de l'avoir au téléphone. C'est parti. Comment vous avez établi ce rapport? Et nous, ça a été un travail de plusieurs mois, avec beaucoup d'auditions, beaucoup de compilations de textes. L'idée était de faire donc un état des lieux du sexisme en France, comme la loi nous demande de le faire. Et nous avons, découlant de tout cela, émis des recommandations que nous espérons beaucoup que le gouvernement ou les intéressés suivront. Parce qu'il y a encore trop d'émissions stéréotypées, style télé-réalité ou Miss France. Et justement, il a fait beaucoup parler ce rapport, surtout concernant la télévision. Alexia Laroche-Joubert, qui est productrice de Koh-Lanta, n'a pas compris pourquoi vous avez cité Koh-Lanta dans ce rapport. Elle a dit que ce rapport était approximatif, qu'il n'avait aucune validité. C'est quoi votre avis? Non, c'est très exagéré. Je ne sais pas pourquoi elle a pris la mouche comme ça. On ne visait pas particulièrement son émission. D'ailleurs, il y a très très peu de critiques de notre rapport sur l'émission. Je ne comprends pas pourquoi elle l'a tellement mal pris, parce que vraiment, on ne l'attaque pas. Et justement, je ne sais pas si vous avez suivi cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Il y a aussi un débat sur cette nouvelle saison qui va certainement être jugé dans le rapport de l'année prochaine. Justement, est-ce que vous allez le juger ou la juger, cette séquence où on voit une candidate avec un maillot de bain très limite, où il y a des plans un peu serrés sur son corps? Est-ce que ça, vous avez vu cette polémique et qu'est-ce que vous en pensez? Et je ne vais pas continuer la polémique, je ne veux pas la nourrir. Je suis désolé, mais je ne vous répondrai pas. Donc ça ne peut pas être dans le rapport de l'année prochaine. Mais non, on va pas changer de sujet. Je veux dire, on va pas faire Mais c'est intéressant de savoir si dans le rapport de l'année prochaine, il va y être ou pas cette séquence. on
ça aussi ce qu'ils vont faire. Il y a Mila aussi qui a répondu, Mila des Marseillais, vous avez aussi épinglé les Marseillais dans votre rapport, qui a répondu à votre rapport en disant que vous n'avez pas regardé tous les épisodes parce que sinon vous n'auriez pas dit ça sur les Marseillais. Est-ce que vous avez regardé tous les épisodes des Marseillais et qu'est-ce que vous pensez aussi de sa réaction qui elle dit on ne dénigre absolument pas les femmes, il n'y a rien de sexiste dans les Marseillais. Donc, je ne veux pas polémiquer. Nous avons regardé 7 épisodes. J'avais déjà regardé beaucoup d'épisodes du temps du CSA. Il y a des images récurrentes stéréotypées. Ce sont des émissions stéréotypées, c'est tout. On cherche là où il y a du sexisme, il y a du sexisme, c'est stéréotypé. Voilà. Écoutez, je ne veux pas aller plus loin. Si c'est pour continuer comme ça, je vais m'arrêter. Et justement, nous, dans notre émission, là, on a créé le débat avec les gens qui regardent ces émissions, etc. Et certains nous ont aussi indiqué que dans les télé-réalités, par exemple, les hommes étaient aussi vus négativement. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi on a mis les femmes en avant et pas les hommes aussi. Mais non, mais vous avez lu notre rapport? On fait beaucoup d'analyses sur les hommes. Et moi, j'ai aussi entendu vos phrases et vos réponses disant que les téléréalités, c'est quand même, on disait que les femmes étaient moins mises en avant et gagnaient moins d'épreuves, étaient un peu stéréotypées. Les hommes aussi. Donc si les hommes et les femmes sont stéréotypés, ça fait qu'il y a une égalité, il n'y a plus de sexisme. Écoutez, on m'a posé des questions sur les femmes, j'ai répondu sur les femmes. Maintenant, vous m'aviez dit, c'était quelques minutes d'interview, je dois partir pour un rendez-vous, je suis désolé, je ne peux plus continuer. D'accord, c'était juste pour savoir si le sexisme est différencié selon les hommes et les femmes ou pas, voilà, c'était juste pour ça. Non, il y a du sexisme partout et les hommes en sont victimes comme les femmes et c'est dans notre rapport. Voilà. D'accord, Merci, ok. monsieur. Merci à vous, Merci. merci d'avoir pris le temps, c'est très gentil, merci à vous. Au revoir. Bon, pas très loquace cette dame. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. J'ai rarement été aussi mal accueilli au téléphone. Pourtant, je suppose que j'ai été aimable, je sais pas. Écoute, je ne veux pas. J'ai pas envie de. Vous ne voulez pas répondre non plus. Non, arrête. D'ailleurs, je m'en vais. Vous avez été 78% à penser bel et bien du sexisme à la télé contre 22%. On passe au deuxième sujet, le sujet qui a fait grand bruit puisqu'on parle d'une famille très puissante. On parle de Kylie Jenner qui a collaboré avec sa fille de 2 ans pour créer sa nouvelle gamme de make-up, sa marque Kylie Cosmetics. Est-ce que ça vous choque qu'elle utilise l'image d'un enfant à des fins commerciales pour vendre des produits? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de voter sur le petit i. On a eu d'ailleurs Kylie Jenner au téléphone. Je vous dirai ensuite ce qu'elle a dit. Kylie Mineur, t'as eu peut-être. Non, j'ai eu Kylie Jenner. Vous allez voir après ce qu'elle a dit. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Moi, personnellement, pour ce sujet-là, je trouve que c'est pas une question de fric. Je pense qu'elle arrive déjà très bien toute seule. Je pense plutôt qu'elle l'a fait juste pour avoir un souvenir avec sa fille. Bon, ça c'est un peu tôt pour faire rentrer sa fille dans son entreprise. En tout cas, je pense effectivement c'est un peu tôt à 2 ans. Mais je te l'accorde. En tout cas, je pense qu'elle a plutôt fait ça comme il est dit, en hommage à sa fille et pas plutôt pour faire vendre des produits. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé ridicule et ça m'énerve ça. Ça c'est le marketing à outrance. C'est un truc qui me fout la haine. Kylie Jenner a mis sur son Instagram une photo de sa petite fille, d'ailleurs on vous met ici. On voit la petite fille, 2 ans la meuf, elle est comme ça et elle fait comme si en fait elle était en train de choisir les couleurs. David, quel est ton avis là-dessus? Mon avis, c'est une catastrophe d'utiliser son enfant pareil. Contrairement à toi, je pense que c'est quand même faire vendre un peu plus pour créer un peu le sentiment de la maman qui effectivement est très familiale et qui veut mettre ses enfants comme ça avec elle. J'ai regardé un peu son compte Instagram justement. On voit que quand elle met son enfant et sa fille en scène, ça fait entre 6 millions et 13 millions de likes. Ah ouais, j'avoue. C'est 6 millions et 13 millions. Ouais, ouais. Y a rien marqué. C'est une feuille blanche. 10 millions et 13 millions. Il y a vraiment des trucs sur les feuilles. Sauf pour moi, il m'a donné des feuilles. C'est parce que merdiques. j'avais imprimé une feuille en trop et lui il l'a pris, il a voulu faire. Il n'y a rien de cette feuille blanche. Quand c'est elle, ça fait moins de 6 millions. Sauf quand elle est à poil. Quand elle est à poil, ça fait 13 millions. Ouais. Mais bon, là on peut pas. Elle met pas sa fille à poil, donc on peut pas non plus comparer les deux. J'ai l'avis de Lisa qui dit: je trouve qu'un enfant n'a pas sa place ici, même si c'est sa mère qui le décide. J'ai Gillo. Ah Bon, oui. Gillo, mais Gillo, pas Jennifer Lopez. Gillo de Charleroi. Voilà. Coucou. La différence. Il est con. Qui dit: rentrer dans le monde de la vente à 2 ans, c'est totalement débile. Par contre, il y a Camille qui dit: tant que la moitié de l'argent gagné est versé sur un compte et qu'elle en aura accès à sa majorité, Vous je rêvez. vois pas le problème. Et vous rêvez. Allô Laura? Ne te dérange pas très longtemps, je t'appelle pour avoir ton avis. Juste avant, est-ce que chez toi, il y a du mauvais temps? Il a arrêté de pleuvoir.
Il n'y aurait pas de l'orage chez toi, Laura? Ouais, non, ça va, écoute. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Alors, Laura, t'as 21 ans et tu viens de Namur. Je t'appelle pour avoir ton avis concernant Kylie Jenner qui utilise entre guillemets sa fille pour sa marque de make-up. Moi, je trouve ça choquant parce qu'on envoie l'image comme ça d'un enfant sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, je pars du principe que l'enfant doit au moins avoir la possibilité de donner son consentement, dire oui, je suis d'accord ou je suis pas d'accord et dire à quelle fréquence il est d'accord. Tandis que là, l'enfant de Kylie Jenner, il est encore beaucoup trop jeune pour pouvoir donner son consentement. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. T'es d'accord avec qui? Bah, avec la personne, Laura. Ok, ça va, mais je retiens. Et tu vas me frapper, tu vas que j'ai peur de toi. Je l'ai à travers de la gorge. Quand on a une coiffure comme ça, on se tait. Hein. Et quand on a des lunettes, bon, ça va. Ah, ok, voilà. Okay. Bon, David a dit beaucoup de conneries aujourd'hui, mais on va quand même vous donner le sondage. Vous avez été 55% à être choqués contre 45%. N'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire et de voter sur le petit i. On passe maintenant au troisième sujet. Matt Pokora qui crée la polémique avec un message sur ses réseaux sociaux qui laisse sous-entendre que le gouvernement ne nous dit pas tout concernant le coronavirus. Coronavirus, protégez-vous. Dans son message, Matt Pokora dit « C'est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes info, les politiques et les médecins en disant que la grippe, chaque année, tue beaucoup plus de personnes dans le monde. On parle de 73 à 73 personnes contaminées en France sur 66 millions. On nous cache quelque chose ou quoi ?» Évidemment, au moment où il a rédigé ces mots, qui sont un peu confus, on doit le dire, on n'était qu'à 73 personnes atteintes. Maintenant, on est à beaucoup plus. C'est quelque chose qu'on suit au jour le jour parce que bon, c'est une histoire de dingue, on en parle tout le temps. Le colère, on sait pas trop d'où ça vient, on dit ça vient de Chine, puis après on voit qu'en Italie, il y a des cas qui viennent pas forcément de Chine. Ouais. Bref, il y a un flou, et ce flou entraîne des théories du complot, entraîne des questions, des suggestions, et c'est pour ça aussi que je pense Pokora, il a mis un message, parce qu'il dit pourquoi les transports sont ouverts et moi on va m'interdire mon concert. Oh, vraiment, il n'y a aucune cohérence, les stades sont également encore pour l'instant, à l'heure actuelle, ils sont, pour l'instant on peut encore aller dans les stades en France et en Belgique. Bref, moi je me pose aussi des questions. Moi, je vais te dire, je pense simplement, et c'est vraiment une réflexion qui tient la route mais qui est simple. Ils connaissent pas bien le virus et par mesure de précaution, ils préfèrent que les gens ne s'entremêlent pas trop. Juste parce qu'ils ne connaissent pas bien le virus. Et c'est pas parce que ils prennent ces mesures-là qu'en fait le virus est plus dangereux que ce qu'ils voudraient bien nous dire. Je pense que c'est juste pour le moment ils étudient le virus, mais avant qu'ils aient trouvé un vaccin ou un médicament, ben, ils préfèrent justement ne pas laisser le virus se propager. Je pense que c'est simplement ça. Vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages à ce sujet, évidemment, je m'y attendais. On a Karima qui dit avec le gouvernement et il y a toujours anguille sous roche. Et on doit penser à ça, c'est des théories du complot à n'en plus finir. Et on va appeler donc la personne qui vient d'un laboratoire dans quelques secondes, mais on va aussi appeler le directeur des recherches au CNRS qui lui va vraiment répondre sur les théories du complot. Il a analysé tout le virus, donc il va pouvoir nous dire si oui ou non l'homme a pu créer ce virus. C'est le cas de Sarah qui dit il n'y a rien d'exceptionnel dans le virus et Sarah est une infirmière. Il est juste plus contagieux que la grippe. Mais ça reste une maladie hivernale banale. Alors c'est le moment, on va appeler notre espionne, notre taupe, dont je tairai le nom. René. René la taupe. J'ai bien vu ton message et j'ai vu que toi tu travailles dans une firme pharmaceutique. Dis que tu penses qu'on nous cache quelque chose. En fait, c'est pas que je pense qu'on nous cache quelque chose, c'est je pense que les médias transmettent super mal l'information et j'avoue que j'en ai un peu plein la tête qu'on parle de ça sans arrêt et qu'on fasse un drame de ce coronavirus. En fait, les médias minimisent complètement le fait que, par exemple, la grippe saisonnière fait beaucoup plus de morts dans le monde chaque année que le coronavirus. Pourquoi t'as dit alors que tu penses qu'on nous cache quelque chose? Pour ça, je pense pas qu'on nous cache quelque chose ou qu'on nous le cache pas. J'étais un peu genre entre les deux. Ce qu'on nous cache peut-être, c'est comment ça se propage. Je sais qu'il y a des vaccins qui sont faits. Le problème, c'est que pour mettre en place un vaccin, il faut faire des études cliniques et ça se fait pas comme ça en 2-2. Donc maintenant, on va appeler le directeur des recherches du CNRS, la personne CNRS. C'est dur à dire. La personne qui a une petite le virus. Putain, j'attrape le coronavirus. Putain, vas-y, ouais, Bordel de merde. Mais le Bordel de merde. Il a analysé les virus comme le STRAS en 2003 et maintenant il est à fond toutes les heures. Il analyse l'évolution du coronavirus. Il va nous donner ses analyses. Donc il va nous dire concrètement ce qu'il en est. C'est parti, on l'appelle et pour se protéger, petit masque. Est-ce que vous, de ce que vous en savez, est-ce qu'on nous cache des choses? Alors non, je ne crois pas qu'on nous cache des choses. Je crois que les épidémies sont des icebergs et que donc, comme toujours, quand on a une épidémie, on voit la partie immergée de l'iceberg.
Et surtout dans le début de l'épidémie, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de capacité de diagnostic pour pouvoir savoir quelle est la partie justement qui est invisible de l'iceberg. Mais il n'y a pas de volonté de cacher quoi que ce soit, me semble-t-il, dans le traitement de cette épidémie. On a vu aussi qu'il y a des théories du complot sur les réseaux sociaux, comme quoi le virus serait introduit par les hommes et par un laboratoire en Chine, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a déjà existé, que les laboratoires aient implanté des virus, etc. dans les pays? Et est-ce que celui-là, c'est le cas? Alors la question est double. La première partie de la question est de savoir si c'est possible. Bien évidemment, il est possible de modifier génétiquement des virus et c'est des choses qui peuvent se faire. Par contre, la deuxième partie de la question, je crois que la réponse est relativement clairement non. Il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire que c'est le cas. Pour ça, en fait, nous avons des éléments tout à fait concrets et observables. Pour faire une analogie, par exemple, on pourrait imaginer que la séquence est comme le texte d'un livre, ouais. Et si quelque chose avait été modifié dans le livre, eh bien c'est quelque chose qu'on peut voir facilement. Par exemple, s'il y a un paragraphe du livre avait été volé dans un autre livre pour être mis à la place, eh bien c'est quelque chose qu'on pourrait voir assez facilement avec les outils modernes d'Internet, voir s'il y a du copier-coller. Eh bien, quand on fait ce genre d'analyse finalement sur le génome du virus, eh bien on se rend compte que ça n'est pas le cas. Est-ce que vous avez assez d'argent, j'ai envie de dire, pour chercher? Parce que c'est quand même vous qui êtes à la base de la recherche. Est-ce qu'on a assez d'argent pour, trouver un traitement et deux, trouver un vaccin? Alors ça, c'est une excellente question. Le problème de l'argent, en fait, il se pose de manière double. D'une part, savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut préparer sur le long terme l'apparition de ce genre d'épidémie, et d'autre part, comment est-ce que les États réagissent au moment de l'épidémie pour pouvoir essayer au mieux de réagir. Il est évident que les organismes de recherche en France, en Belgique et dans d'un nombre de pays européens souffrent d'un manque de moyens. Il serait nécessaire d'avoir davantage de financement récurrent de manière à pouvoir justement être plus flexible et mieux se préparer par rapport à des épidémies de ce type. Vous disiez que faire un vaccin, ça prenait du temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça prend autant de temps? Bien, ce qu'on fait pour développer un vaccin, c'est dans un premier temps, évidemment, il faut développer une préparation. Ensuite, il va falloir tester, évidemment, ces préparations dans des modèles animaux. Rien que ce processus-là, il faut prendre au moins 4, 5, 6 mois juste pour tester un vaccin chez les animaux. Et vous comprenez qu'on ne peut pas injecter directement un vaccin qui est testé sur les animaux chez l'homme. Il faut d'abord s'assurer évidemment que ce vaccin n'est pas dangereux chez l'homme. Il faut également vérifier que ce vaccin induit correctement l'immunité et protège contre la maladie. On a entendu que le virus restait sur des surfaces 1 heure, 2 heures, 9 heures, 3 jours. Est-ce que vous avez une réponse concrète à nous donner là-dessus? Ce virus fait partie des virus enveloppés. Donc ce qu'on sait, c'est que cette famille de virus est relativement sensible à des agents extérieurs comme les détergents ou comme l'alcool. Et en ce qui concerne la durée de vie, ça va dépendre typiquement de la température, de la présence ou pas d'UV. Et donc c'est extrêmement difficile de donner des généralités là-dessus. Le témoignage d'Étienne de Crolly, le directeur de la recherche du CNRS qu'on vient d'entendre là au téléphone, est ni rassurant ni alarmant. En tout cas, on sait qu'il n'y a pas de vaccin. Je pense qu'ils sont aussi en train de chercher. Comme il dit, c'est la théorie de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, donc on est en train de chercher. Ouais. Et il expliquait aussi que voilà, les financements sont en train d'arriver aussi pour qu'on puisse chercher un peu plus vite. Ouais. Donc, et vous avez été du coup 82% à penser que le gouvernement nous cache des choses contre 18%. C'est ici que l'épisode 7 du talk show se termine. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine émission. Ciao tout le monde. Salut!